c'est maintenant l'heure dans toute liberté sur LCI. On est ensemble jusqu'à 10h. À la une de ce mercredi 16 septembre. En France, être patron, c'est un peu comme être suspect par défaut. On vous accuse de gagner trop, de payer trop peu. Et on vous promet de nouveaux impôts. Avec chaque crise budgétaire, résultat, investir devient un pari, embaucher un risque, réformer une illusion. Alors, la vraie question est là. Patron en France, mission impossible. Avec nous sur le plateau, Michel Picon, président de l'Union des entreprises de proximité. Il rencontre le Premier ministre à 11h. Et puis la petite phrase de ce matin, les privilèges à vie pour les anciens ministres, c'est terminé. Bon, Édouard Philippe avait déjà sérieusement limité ses privilèges en 2019. Alors, puissance symbole ou vraie démagogie, on en parle dans un instant. Mais on ouvre ce numéro de En toute liberté sur ce qui se passe à Gaza. Avec nous pour commenter sur le plateau, Christophe Barbier, Isabelle Saporta, Guillaume Audat et Greg Phillips. Bonjour. Et puis, sur le terrain, Gwendoline de Bono. Gwendoline, vous êtes avec nous. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous confirmer ou pas que l'offensive terrestre a commencé ce matin à Gaza ? Alors, ce que je peux vous confirmer, c'est que l'aviation israélienne, elle poursuit sa campagne de bombardement, sa campagne de frappe, et elle est massive. Et c'est vrai qu'une campagne de frappe d'une telle intensité, d'habitude, elle est faite, pour accompagner des mouvements de troupes au sol, même si il n'y a pas de confirmation officielle à l'heure qu'il est. Ce que l'on sait, c'est que le porte-parole de l'armée israélienne en langue arabe demande aux habitants qui restent dans Gaza d'évacuer la ville, de se rendre dans le sud de la bande de Gaza. Il faut savoir qu'il y a encore près de 700 000 habitants à l'intérieur de la ville de Gaza. Et ce que veut, dans un premier temps, l'armée israélienne, c'est que le maximum de ses habitants quittent la ville. Par ailleurs, ce qu'on sait, c'est qu'il y a déjà des victimes civiles. Ça, on le sait grâce aux premiers témoignages qui nous parviennent de la ville de Gaza. À noter également le nombre d'habitants encore présents dans la ville de Gaza, ainsi que les répercussions d'une offensive sur les otages ont poussé ces dernières semaines l'appareil sécuritaire israélien à s'opposer clairement à cette offensive terrestre, mais il semble tout de même ce matin que la décision ait bel et bien été prise par le Premier ministre Benyamin Netanyahou et son gouvernement. Merci beaucoup Gwendoline de Bono, envoyée spéciale de LCI en Israël. Vous êtes avec Vincent Wartner. Grégory Phillips, le ministre de la Défense d'Israël a tweeté, je crois, Gaza brûle, Tsahal frappe d'une main de fer les infrastructures terroristes et les soldats de Tsahal se battent vaillamment pour créer les conditions nécessaires à la libération des otages et à la défaite du Hamas. Ça sent l'offensive terrestre. Gaza brûle. Vous avez entendu ces mots et on a l'un de nos confrères journalistes palestiniens qui s'appelle Rami Abou-Jamous, avec lequel on a échangé quasiment toute la nuit et qui nous disait le ciel est devenu noir, puis rouge, puis blanc. Et il n'avait pas vu une telle intensité de bombardement quasiment depuis le début de la guerre. Donc il y a eu la nuit dernière une opération israélienne très intense avec des bombardements extrêmement forts. De là à confirmer l'offensive terrestre, il n'y a pas de confirmation officielle comme vient de le dire Gwendoline de Bono, notre envoyée spéciale. Ce qu'on sait, c'est que les chars, les blindés israéliens sont positionnés au nord-ouest de la ville de Gaza, mais le même journaliste Rami Abou-Jamous nous disait que lui, à sa connaissance, n'avait pas vu de progression des chars sur le terrain, au sol, en tout cas la nuit dernière. En tout cas, il y a eu de nombreuses victimes. On aura sans doute un bilan définitif dans la journée et un nouvel exode vers le sud avec ces 300 000 Gazaouis qui sont partis ces dernières heures, ces derniers jours vers le sud, vers des camps qualifiés d'humanitaire, mais on sait que même là-bas, la sécurité n'est pas assurée pour la population civile. Et vous avez encore dans cette ville environ 700 000 personnes. La ville qui a été pilonnée ces derniers jours. Vous avez vu ces tours bombardées les unes après les autres comme un signal adressé à la population. Là, les images en direct. Voilà. Là, ce sont les gens qui, le long de cette route de la plage, fuient vers le sud parce que la nuit dernière a été extrêmement violente. Et ces derniers jours, on a vu ces bombardements de tours comme un message adressé par l'armée israélienne à la population pour dire partez. Marco Rubio était Israël. Juste un point sur ces images qu'on voit en direct. Wadi Gaza, c'est à peu près le milieu de la bande de Gaza. Les images qu'on voit sont des gens qui sont parvenus à fuir. Un mot simplement sur les conditions de départ et du contexte dans lequel ça se déroule. J'ai pu recueillir un certain nombre de témoignages. Il faut imaginer que pour fuir la bande de Gaza, et c'est pour ça qu'il reste 700 000 personnes dans cette ville de Gaza, il faut dépenser des sommes d'argent qui sont faramineuses. D'après ce qui m'a été dit, pour partir comme ça sur une petite camionnette avec ses bagages, ses enfants, sa famille, ça coûte l'équivalent
de 3 000 à 5 000 shekels, qui est la monnaie israélienne, qui est en cours à Gaza. Ça représente 1 000 à 1 500 $. Vous imaginez bien que dans le contexte de la guerre, depuis 24 mois maintenant, pratiquement depuis le 7 octobre, réunir une telle somme, c'est quasiment impossible. Donc voilà, ce sont ces images, ces gens qu'on voit, ils sont essentiellement concentrés sur l'ouest de la bande de Gaza. Le Wadi Gaza, c'est à peu près le milieu de la bande de Gaza, donc ce sont des gens qui sont parvenus à fuir cette bande de Gaza. Et en effet, pour répondre à votre question, Anaïs, Marco Rubio, il était hier effectivement en Israël. Il a affiché une grande proximité avec le Premier ministre Netanyahou, et on peut estimer effectivement qu'il a obtenu, Monsieur Netanyahou, de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, une carte blanche, une forme de all-in, un pari pour y aller. L'idée étant, reprenant les propos du ministre Katz de la Défense, de se défaire définitivement du Hamas et de créer les conditions de la libération des otages. D'après ce qui se dit dans les cercles de la défense américaine et en lien avec les Israéliens, Israël a certes carte blanche donc pour faire plier le Hamas et sortir les otages, mais il aurait, mais évidemment il faut rester prudent, une fenêtre de tir extrêmement limitée. On a vu à quel point les négociations avaient été torpillées par le bombardement à Doha d'un certain nombre de négociateurs du Hamas qui préparer peut-être la libération d'otages. La fenêtre, elle serait limitée. Le pari, c'est celui d'effectuer une pression maximale en espérant que le Hamas plie. Mais très honnêtement, je ne crois pas que le Hamas ait l'intention de plier. Merci beaucoup Guillaume Audat. Merci Philippe d'être passé sur le plateau de En toute liberté. Vous revenez si jamais la confirmation de l'attaque terrestre arrivait. On passe à autre titre à la une ce soir, enfin ce matin, j'ai un peu de mal encore. On reçoit avec nous sur le plateau Michel Picon, président de l'U2P, l'Union des entreprises de proximité, parce qu'on se pose cette question. Être patron en France, est-ce que c'est mission impossible dans un pays qui déteste les réformes, qui soupçonne ses chefs d'entreprise et qui brandit la taxe comme seule solution? Le climat devient un peu étouffant pour vous, entre syndicats qui menacent et patrons qui parlent désormais aussi eux-mêmes de descendre dans l'arène. La question est simple, est-ce qu'on peut encore entreprendre en France, monsieur Picon? C'est de plus en plus difficile. Des petits patrons, moi je représente ici les petites entreprises, les artisans, les commerçants, les professions libérales. Oui, pour eux c'est très dur. D'ailleurs, l'INSEE vient de publier le résultat, les revenus des indépendants, et franchement, ils n'ont pas grand-chose à envier aux salariés. Les revenus des indépendants... C'est combien Il y a 3 400 000 indépendants. Le revenu moyen se situe autour de 2 300 €. Oui. Et donc, voilà. Est-ce que, pour répondre à votre question, est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile aujourd'hui. C'est pas facile pour plusieurs raisons. Mais une qui me paraît essentielle, c'est le coût de la protection sociale dans notre pays, qui est trop concentré sur le travail. Sur le salaire, vous voulez dire, sur les charges. Oui, sur le salaire, mais vous savez, pour un artisan, un commerçant, une profession libérale, on n'a pas des holdings, on n'a pas des sociétés, on n'évacue pas les résultats. Enfin, tout ça, nous, c'est pas les pratiques. Nous, on a un chiffre d'affaires, on a des frais, on a des charges, et ce qui reste, c'est votre revenu. Et d'ailleurs, c'est pour cela que je voudrais préciser que quand on parle d'année blanche, c'est une fiscalité supplémentaire pour tous ces artisans, pour tous ces commerçants, parce que leur fiscalité, elle est sur ce qu'on appelle les revenus de l'IRPP. Voilà. Et donc, oui, c'est difficile. Il faut absolument qu'on arrive à, d'abord, décorseter les contraintes qui pèsent sur le monde de l'artisanat, particulièrement dans le bâtiment, dans la restauration. Alors je sais bien que le principe de précaution, et vous le voyez bien sur vos plateaux, dès qu'il se passe quelque chose dans le pays, il faut une loi, il faut que tous les députés réagissent. Les politiques, que font-ils? Comment se fait-il qu'on ait pu s'empoisonner avec un champignon dont on ne reconnaît pas si c'est un cèpe ou une girole? Il y a bien un responsable dans ce pays, mais tout ça nous a amené dans un monde où tout est tellement réglementé qu'on est corseté, on ne peut plus rien faire. Et pour essayer de répondre à toutes ces normes qui s'imposent sur nous, tout ça, ça a un coût et ça affaisse le résultat. Non, mais vous avez raison, c'est un peu les Shadocks. On colle des prélèvements plus élevés que nos voisins sur les entreprises. Pour en atténuer les effets, on crée des niches fiscales. Et voilà comment on arrive à avoir à la fois les entreprises les plus taxées et la fiscalité la plus complexe. Donc ça permet d'embaucher en plus après des fonctionnaires pour vérifier si les gars payent bien leurs impôts. Franchement,
un moment, on devient fou. C'est un monde de fous, absolument, et qui a des conséquences assez dramatiques aujourd'hui, parce que on voit bien l'état de notre pays. Je vais voir le Premier ministre à 11h. Moi, franchement, la première chose que je vais lui dire, c'est bon courage, quoi. Ouais. Parce que, franchement, Bayrou est parti, mais les emmerdements qu'il a laissés sont encore sur la table. On a toujours 3300 milliards de dettes, on a toujours un budget... 3400 même. 3400, mais toutes les minutes où l'on parle, ça s'aggrave. Et évidemment, son budget, alors il faut qu'il fasse la danse du ventre aux socialistes, il faut qu'il la fasse au Rassemblement national, il faut qu'il la fasse même à ses propres amis. Alors moi, je vais aller essayer de lui dire 2-3 choses simples. Vous allez lui faire un petit quoi, calinothérapie. Moi, je vais pas lui dire que les patrons vont descendre dans la rue, enfin, c'est pleurer. Moi, ça vous a pas plu, ça? Non, habituellement, je suis solidaire de Patrick Martin, mais là, quand même, faut arrêter. Ouais. Je pense que c'est pas notre place. D'abord, on n'a pas le temps. Les résultats de nos entreprises ne nous permettent pas de laisser un rideau fermé pour aller manifester. Donc ça, on frappe à ça. Mais pour autant, Michel Picon, 63% en fait des patrons de très petites entreprises n'avaient pas confiance dans les gouvernements précédents, ceux de Michel Barnier et celui de Monsieur Bayrou. Est-ce que vous allez dire à Sébastien Lecornu, je n'ai pas confiance en vous? Vous êtes non, mais pourquoi je dirais à Monsieur Lecornu, il vient d'arriver, que j'ai pas confiance en lui. Moi, il y a une défiance. Je juge plutôt sur les actes que sur les intentions. Alors, il était un ami de M. Macron, bah oui, alors, il peut y avoir des amis de M. Macron qui peuvent apporter une façon de faire, une écoute différente, et puis peut-être de prendre des options, mais en tout cas, c'est pas le magicien d'Oz, il va pas transformer l'eau en vin. Vous allez lui demander quelque chose? Oui, moi je vais lui demander de revaloriser le travail dans ce pays. Je vais lui demander de revoir le financement de la protection sociale. Je vais lui demander, oui, je sais que c'est pas la mode dans la bouche d'un patron, oui, de taxer davantage les dividendes, de taxer davantage les revenus financiers, de taxer davantage les revenus fonciers, de taxer un petit peu plus les retraités, parce que la démographie l'impose. Et puis aussi parce que c'est utile. On est tous en train de pleurer que Temu, Shein, les Chinois nous inondent de produits. On n'est pas capable de les taxer. J'ai discuté avec la ministre des Comptes publics, Madame de Montchalin. C'est un travail de Romain que de lutter contre les Chinois et les petits paquets de moins de 150 €. Quand on les ouvre, il y en a pour plus de 150 €. Donc, il faut absolument rétablir une TVA sociale sur la consommation. On dit social parce que le produit de ces quelques points de TVA supplémentaires qu'il faut mettre, eh bien, il faut les orienter exclusivement sur le financement de la protection sociale. Mais Michel Picon, moi, je vous entends ce matin et je vois bien que ce que vous attendez, au fond, c'est le grand soir normatif et fiscal. Sauf qu'on sait bien que ce sera l'ère de la démagogie, vous l'avez dit vous-même. C'est-à-dire que, effectivement, le gouvernement Lecornu, pour tenir, il a besoin de faire à la fois des coucous au PS et à la fois des coucous à LR. Donc on voit bien que ça va être très compliqué. Et par ailleurs, vous avez souligné de vous-même que, effectivement, le patron des patrons, dont j'entends que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec sa dernière démagogie en cours, a fait preuve de démagogie en disant qu'il allait faire descendre les patrons dans la rue. On entend Madame Binet, la patronne de la CGT, qui, elle, vous traite de pleurnicheurs. On voit bien oui, on peut l'écouter d'ailleurs. On va l'écouter, Sophie Binet. Ouais, on l'a, ce petit son. Le patronat écrit directement toutes les orientations et toutes les politiques d'Emmanuel Macron avec des ministres qui sont les porte-serviettes des patrons. Visiblement, la fête de l'humanité est un peu montée à la tête de Patrick Martin qui nous parle maintenant de manifestations patronales. Je pense qu'il faut que les patrons retrouvent la voie de la décence. Ça n'est plus possible qu'ils passent leur temps à pleurnicher alors que les dividendes atteignent des records en France. Voilà, Isabelle. Mais je ne vois pas comment vous sortez de cet escape game où tout est verrouillé. Vous voyez ce que je veux dire Non, mais il y a beaucoup de postures là-dedans. Oui. Vous voyez, j'entends Madame Binet, je la rencontre, mais je vois bien, au fond, Madame Binet, dans ses congrès, elle n'invite pas l'U2P, hein. Elle invite le patron du MEDEF, parce que ça fait plus chic, faut dire les choses comme elles sont. Alors bon, il y a la façade, il y a les outrances de façade, et puis ensuite, après, derrière, il y a toute une organisation qui s'entend bien. Mais après, derrière, on s'arrange ou ça n'avance pas? Parce que ce que vous racontez, c'est plutôt ça n'avance pas. Non, ça n'avance. Non, ça n'avance pas parce que du côté des organisations de salariés, on est sur des postures. Quand on me dit oui, mais les cotisations patronales, il faut pas y toucher parce que c'est du salaire
indirecte, ça vous pouvez pas, on veut ci, on veut ça. Ils sont sclérosés dans leur demande pour la majorité. Moi, je les rejoins sur le fond. Il faut rémunérer davantage nos concitoyens et le travail. Dans votre idée de taxer donc plus le capital et dividendes, est-ce que la taxe Zuckman, qui inclut l'outil professionnel, vous vous dites, pourquoi pas étudier ça, de toute façon ça concerne pas mes adhérents, ils sont pas à 100 millions d'euros de patrimoine, ou est-ce que vous vous dites, attention, parce que si cet outil professionnel se délocalise, change de main, passe à des actionnaires étrangers, ce sont des sous-traitants, vos adhérents, les sous-traitants de ces grands groupes. Non, votre réponse est dans votre question. Non, c'était Non, mais je partage totalement. La taxe Zuckman, c'est une idiotie. C'est une aberration économique. C'est taxer le travail, alors même qu'il n'a pas encore produit la richesse. Que l'on taxe un peu plus la richesse qui est produite, pas la richesse supposée d'une entreprise qui est valorisée. Enfin, il y a beaucoup de gens qui boursicotent, qui se sont fait avoir sur les valorisations. Quand on a réalisé la boîte, c'était pas le prix sur lequel on l'avait estimé. Donc, taxer l'outil de travail, c'est une idiotie. Il faut pas faire ça. C'est tuer la poule aux œufs d'or. Quand on aura tué toutes les boîtes en les taxant, elles investiront plus, elles créeront plus de l'emploi. Il y a une chose aussi que je voudrais dire tout de même, c'est que à ces débats, la politique de l'offre, les cadeaux aux patrons, etc. Vous savez, rappelez-vous tous, avant l'arrivée du président de la République, la préoccupation première de nos concitoyens, c'était le chômage. Moi, je vis en province et quand on discutait avec les gens, ils disaient qu'est-ce qu'ils vont faire nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire nos petits-enfants. Ils trouvent pas de boulot, etc. Il y a même un président de la République qui n'a pas pu se représenter parce qu'il avait fait ce pari malheureux. L'inversion de la courbe. Si l'inversion de la courbe n'a pas lieu, je ne me présenterai pas. Il a tenu parole, au moins cette fois-là, il l'a fait. Ça n'a pas toujours été le cas, mais sur ce coup-là, il a été bon. On parle plus de ça. La préoccupation des Français aujourd'hui, c'est quoi ? 1, le pouvoir d'achat. 2, la sécurité. C'est bien que la politique de l'offre, de préserver les entreprises, de soutenir les entreprises, elle apporte des réponses. Et là, aujourd'hui, on renoue avec les vieux démons et on va taxer n'importe comment les entreprises. Cela dit, on est dans une situation difficile. Il faut que ceux pour qui la vie est plus douce, parce que ils sont sur un secteur qui génère des profits importants, il faut qu'ils participent un peu plus. Et moi, je suis plus favorable à taxer le dividende, parce que le dividende est déjà une production de richesse. Faut pas le taxer à outrance, parce que sinon, il n'y a plus d'investissement, il n'y a plus d'investissement matériel, il n'y a plus d'investissement en ressources humaines. Mais il faut que tous ceux qui... d'ailleurs, j'ai écouté Alain Minc, alors, qui était un des conseillers du président de la République, je crois. Un peu tous les présidents. Un peu tous les présidents. Oui, mais quand il est plus... Quand il n'est plus, il semble qu'il boude un peu. Mais en tout cas, quand il dit qu'il faut que tous ceux qui aujourd'hui ont un peu plus, par l'héritage, parce qu'ils ont hérité d'un immeuble qui valait 1 million d'euros, finalement, sans faire grand-chose, cet immeuble aujourd'hui vaut 2 millions d'euros. Il faut que tous ceux qui ont un peu plus de patrimoine par le hasard de leur naissance, tant mieux, il ne faut pas être jaloux, il faut avoir le couteau entre les dents comme peut l'avoir Mélenchon et ses acolytes, mais il faut que tous ceux qui ont un peu plus participent un peu aux difficultés. Une forme d'ISF alors ? Oui, je n'ai pas la compétence économique pour savoir quel est l'outil, quel est le dispositif qui ferait le moins de désordre. Mais tout de même, on peut pas vivre dans une société où il y a un tel écart entre des gens qui possèdent beaucoup et d'autres qui n'ont. Guillaume Audard, oui, Monsieur Picon, il y a 2 semaines, l'INSEE dévoilait qu'à bénéfice égal, les petites entreprises que vous représentez payaient plus d'impôts que les grandes entreprises. Ça s'est passé pendant le premier quinquennat Macron. Quasiment 50% de plus d'impôts à bénéfice égal. Vous êtes étranglé en voyant cette note. Mais bien sûr, on est étranglé parce que c'est ce que je vous disais en arrivant, c'est que nous, notre fiscalité, elle n'est pas organisée avec des dispositifs, des outils, des optimisations, des holdings, des machins. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont une équipe de juristes. Moi, je suis pas coiffeur, mais si j'étais dans mon salon de coiffure, toute la journée, je coupe des cheveux, j'encaisse je fais des enquêtes, je paye mes salariés, je paye mes produits, je paye mon loyer qui a atteint des sommes folles par l'augmentation du coût de l'immobilier. Vous savez pas comment optimiser, quoi, comme le font
font les grandes entreprises. Et donc moi, à la fin, si j'ai gagné 30 000, eh ben, je paie des impôts sur 30 000. Le même groupe qui paie une armée d'avocats, s'il gagne 30 000, lui, il paiera zéro. Ça, vous parce pouvez qu'il lui dire à Sébastien Lecornu, au Premier ministre. Mais bien sûr, vous allez lui dire de ma liste de courses. Ah ouais. Est-ce que vous allez dire à Sébastien Lecornu aussi que vous voulez qu'il maintienne ce que Bayrou avait prévu, c'est-à-dire baisser le seuil pour la TVA des auto-entrepreneurs, qui sont encore plus petits que vous? Réponse après la pause. Et voilà. Il n'y a pas que moi qui peux couper la chic. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de En toute liberté avec monsieur Michel Picon, président de l'Union des entreprises de proximité. Merci monsieur d'être avec nous. C'est passionnant ce que vous nous dites. Christophe Barbier avait une question pour vous juste avant la coupure. Oui, les auto-entrepreneurs ne payent pas de TVA, ne sont pas assujettis à la TVA jusqu'à 37 500 € de chiffre d'affaires annuel. Le budget Bayrou prévoyait de faire tomber à 25 000 € ce plafond. Il y a eu un tollé des concernés, mais aussi de beaucoup de partis politiques. Ça a été suspendu, ça peut revenir. Et vous êtes favorable à cet abaissement du plafond, mais vous allez plonger dans la crise des milliers et des milliers d'auto-entrepreneurs qui vont devoir monter les prix et perdre des clients. Oui, enfin, on est favorable à descendre le taux à 25 000 € pour les activités de construction et du bâtiment parce qu'on est arrivé à des distorsions de concurrence qui ne sont pas supportables. Pareil, autant sur les normes que sur les charges qui pèsent sur l'entreprise. On ne peut pas avoir deux modes d'exercice. Un où il n'y a pas de charge, pas de TVA, rien du tout, et à côté d'autres qui subissent toutes les contraintes et toute la fiscalité. Donc ces distorsions de concurrence sont devenues insupportables. Normalement, les gens sont limités à 37 500 € d'activité en prestation de services. Moi, j'ai vu des marchés, des chantiers, 1 million d'euros de travaux, ils s'y mettent à 7, à 8, ils font des découpements, ils découpent, et d'entrée, ils ont une TVA plus basse de 10 ou 20% selon la nature du chantier. Donc ils gagnent le marché. Ils prennent le marché. Et la déclaration, enfin c'est pas moi qui le dis, c'est l'URSSAF qui donne ses résultats sur les contrôles qu'elle fait sur les auto-entrepreneurs. Elle en fait peu parce que ça coûte cher, parce que ça rapporte pas beaucoup, mais tout de même la dissimulation est entre 35 et 50% systématiquement. Travail au noir, donc voilà. Exactement. Bon, donc ça nous on a accompagné ce mouvement pour ce qui est du bâtiment. En ce qui concerne d'autres professions, je pense à des professions notamment dans les professions libérales, puisque le champ de l'U2P, ça passe des artisans, des commerçants et des professions libérales. On a toute une nouvelle série de professions, des sophrologues, des conseils en bâtiment, en ressources humaines, etc., qui sont des gens qui ont des petits revenus, pour qui le taux de 37 500 va bien, ne sont pas dans un système concurrentiel et ne posent pas les problèmes que l'on connaissait dans le bâtiment. Donc, la ministre a suivi nos conseils, les deux ministres, Madame Louvagie et Madame de Montchalin, c'est de geler la situation pour ceux qui sont à 37 500 € dans la prestation de services, un professeur de piano, un prof de maths qui donne quelques cours ça va bien, 37 500, on n'a pas besoin de changer ça, d'obliger les gens, en diminuant à 25 000, à tenir une comptabilité, etc. Par contre, dans le bâtiment, on l'a encouragé à baisser pour un peu assainir les choses. Mais si j'ai encore une petite minute sur ce sujet, moi je suis très inquiet. Voyez-vous, en France, on est très fiers, cocorico. Nous avons 1 million de créations d'entreprises. Les entreprises, la création d'entreprises est supérieure aux destructions d'entreprises. Tout va bien? Non, tout va pas bien. Parce que c'est 700 000 entreprises créées sous le régime de la micro-entreprise. Et un régime que nous payerons à terme parce que ce régime ne finance pas suffisamment notre protection sociale. Ça, c'est aujourd'hui pour ceux qui sont en retraite, et ne financent pas non plus pour eux-mêmes la protection sociale nécessaire. Je veux juste un exemple. Vous êtes électricien, vous avez un client qui vous demande de monter à 4,50 m pour aller mettre un lustre au plafond. Vous avez l'obligation de mettre 3 personnes pour aller changer un lustre au plafond. 3 personnes, un échafaudage, parce qu'il y a des règles de sécurité et de prévention, et elles sont certainement utiles, parce que quand on tombe d'une échelle qui a été mal accrochée simplement pour aller faire un peu l'acrobate, accrocher un truc, quand vous êtes hémiplégique, c'est la société qui vous prend en charge. Si vous êtes salarié, il y a une sécurité sociale. Si vous êtes auto-entrepreneur, il y a quoi? Il y a rien. Et donc, on voit des entreprises aujourd'hui qui, pour faire un certain nombre de travaux, disent non, mais
vois un auto-entrepreneur parce que moi c'est trop compliqué, le prix que je vais te facturer, ça sera pas possible. Donc on peut pas faire vivre longtemps deux systèmes comme ça, un chargé de règles et de contraintes, un autre allégé. Donc je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion forte sur la création de ces micro-entreprises. Alors je sais bien que c'est devenu, mais ce n'est rien d'autre qu'un régime fiscal et social. Ce n'est pas un métier auto-entrepreneur, ce n'est pas un statut auto-entrepreneur. C'est un régime fiscal et social, comme on l'a connu par le passé avec le régime du forfait. Et au fond, on voit bien ce régime du forfait, les désastres qu'il a apportés lorsque tous ceux qui ont passé leur vie avec un régime au forfait se sont retrouvés en retraite ou par un accident de la vie avec des revenus miséreux alors qu'ils avaient bossé toute leur vie. Hier, sur le plateau, on a reçu l'ancien ministre, très ancien même, de l'économie et des finances, Alain Madelin, et il avait cette prophétie étrange. Écoutez-le. Je comprends leur colère, mais de là à dire, comme certains me le disent, prochaine fois je vote Mélenchon. Ah oui. Parce que ça va tout renverser, et puis vivement le FMI et la Troïka. Il n'y a que comme ça qu'on peut redresser le pays. Allez, au knout. Les patrons pour Mélenchon, vous croyez ça ? Pas vraiment. Non, très franchement, non, parce que moi, je fais pas de la politique politicienne, même si quand on est à la tête d'une organisation comme la mienne, on est souvent appelé à apporter un jugement. Mais franchement, quelle réponse il apporte, Monsieur Mélenchon ? Aucune. Tout ce qu'il prône, tous les amis qu'il prend en modèle ont mis leur pays à feu et à sang et dans des économies exsangues. Non. Moi, je vais vous dire les choses. Si on ne trouve pas les moyens de faire en sorte que ceux qui travaillent vivent mieux, avec une meilleure rémunération, avec pour les salariés un brut qui se rapproche du net, si on ne trouve pas les moyens de ça, c'est une autre extrême qui est en train. Et moi, je le vois dans mes rangs. Je vois pas beaucoup de gens qui me disent, tu sais, Mélenchon l'a jamais essayé, on pourrait voir. On me le dit sur d'autres. Sur Marine Le Pen. Sur Marine Le Pen, sur Jordan Bardella, encore plus Jordan crédible Bardella. Du point de vue économique ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que tout ce qui est dans la conquête du pouvoir à partir d'oukases un peu démagogique, ce n'est pas crédible. Moi, le Rassemblement National a écrit à tous les chefs d'entreprise, il ne nous a pas écrit à nous personnellement pour nous expliquer. Décidément, entre Sophie Binet qui ne vous voit pas, le Rassemblement National non plus. Non, mais le gouvernement nous invite. D'abord, nous sommes une organisation représentative et donc même s'il n'avait pas envie de nous voir, il faudrait qu'il nous voie. Si, il aurait envie parce que vous êtes parfaitement plaisant. Michel Foucault. Alors, je vais vous laisser maintenant. Oui. Enfin, c'est vous qui allez nous laisser. Oui, parce que vous avez rendez-vous et on nous a dit qu'il fallait que vous soyez libéré, délivré à 9h30. Donc, exactement. Merci d'être venu. Donc, c'est pas une inquiétude pour vous, mais vous vous dites, on n'a jamais testé. Les patrons disent, pourquoi pas. J'entends ça souvent. Le Rassemblement National est capable peut-être de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Mais ça, notamment des normes européennes. C'est l'aspect anti-normes. Oui, bien sûr. Le discours anti-européen, il est. Regardez cette histoire-là, pardon, madame, mais... c'est vous qui allez être accident, vous êtes en arrêt maladie, l'Europe vous dit, maintenant, vous pouvez reporter les congés. Vous reportez vos congés. Donc, et puis, à quand le week-end ? Bon, je n'étais pas bien ce week-end, donc je vous envoie mon truc parce que je prendrai jeudi et vendredi pour compenser. Enfin, c'est plus possible d'aller dans ce sens. Et donc, tous ceux qui prônent un discours, alors qu'il pourrait être déséquilibré s'il allait au bout, de frapper l'Europe, se battre contre l'Europe, ça a de l'écho chez les petits patrons, parce qu'on a l'impression que l'Europe, elle est née pour nous emmerder, pardon de le dire comme ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Michel Picon. Et puis, c'est un départ. Et puis, ça c'est un départ. Et puis, bon rendez-vous tout à l'heure à Matignon avec le Premier ministre. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. C'est maintenant l'heure de la petite phrase qui fait du bruit. Hop là. Alors... C'est fait, les avantages à vie des anciens membres du gouvernement seront supprimés dès le 1er janvier 2026. S'il est normal que la République protège les personnes faisant l'objet de menaces, il n'est en revanche pas concevable qu'ils puissent bénéficier d'avantages à vie en raison d'un statut temporaire. C'est la phrase, Christophe, de Sébastien Lecornu. J'ajoute quand même
pour tout seigneur, tout honneur, pour rendre à Édouard Philippe ce qui n'est pas à Sébastien Lecornu, que Édouard Philippe avait déjà limité les privilèges de nos hommes politiques, de nos ministres. Il les avait limités pendant 10 ans par le décret du 20 septembre 2019. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous fait, là, le Premier ministre Lecornu ? C'est un petit coup de démagogie ? C'est la puissance d'un symbole et c'est important ? Le symbole, c'est important. Le symbole, c'est utile dans des débats échauffés aujourd'hui où il faut quand même lâcher un peu du lest à l'opinion. Mais il faut en espérer ni des rentrées financières colossales, c'est quelques millions d'euros, c'est une poignée de choses, ni d'un seul coup un nouvel amour pour les politiques de la part des Français. Dans une semaine, c'est oublié. Je pense qu'il a fait quand même le nécessaire, Lecornu, c'est-à-dire qu'il n'a pas accepté ça sur un coup de tête comme ça, un peu comme Bayrou l'avait fait en disant « Oh là là, quoi, il paraît qu'il y a des avantages indus, je nomme René Dosière pour faire une enquête ». Là, ça donnait l'impression vraiment qu'il voulait jeter un os à ronger à l'opinion. Non, Sébastien Lecornu, il a tout de suite dit « Attendez, ça ne sera pas la recette miracle pour sauver nos impôts, notre budget et désendetter la France, mais oui, à l'heure où on demande des efforts à tout le monde, on va commencer par le haut. » Et en effet, il n'est pas normal que la France dépense 200 000 euros pour Dominique de Villepin, qui n'est plus Premier ministre depuis 2005. Voilà, 2007. on a justement le carton des... Alors, Dominique de Villepin, qui est quand même assez savoureux, parce que il nous a donc coûté 207 072 euros. L'année dernière... Bon, il dit sur M6 à Anne-Sophie Lapix... je suis pour la suppression de toute forme de privilège. Je trouve tout à fait normal que les ministres donnent l'exemple. Il est temps. Il aurait pu déjà, depuis quelques années... Non, mais pardon, Christophe. Oui, compte tenu de ses activités professionnelles, il aurait pu dire, écoutez, tout ce que la République me fournissait, secrétaire, chauffeur, j'y avais droit, je l'abandonne. Ben oui, enfin, quand même. Ah oui. Donc voilà, il est rattrapé par la patrouille, c'est vrai. Voilà. Isabelle. Édith Cresson coûte encore un peu d'argent. Elle a cessé d'être Premier ministre en 1992. Donc en effet, c'était pas normal. Mais je trouve que Sébastien Lecornu a bien rappelé qu'il fallait pas en attendre des miracles. Et surtout, il l'a fait sans être vindicatif, sans dire à ces gens-là, vous étiez des voleurs, oh là là, on vous avait pas vu. Il était parfaitement au courant, comme tout le monde. Alors, il leur a pas dit, vous êtes des voleurs, mais ça revient au même, en fait. Si vous voulez, moi, je vous entends. Moi, je suis très contente qu'on enlève les 200 000 euros à Dominique de Villepin et tout ça. J'ai aucun problème avec ça. Le seul problème qu'on ait aujourd'hui, c'est qu'en fait, plus personne ne veut aller en politique. Plus personne. Mais oui, c'est ça le problème. C'est pas compliqué. On a eu François Hollande qui a baissé les salaires. On a eu, au fond, aujourd'hui, avec la haute autorité à la transparence, qui fait qu'aujourd'hui, c'est un chemin de croix pour repartir dans le privé. On a, je ne sais pas combien de députés qui sont restés sur le carreau, là, à la dernière dissolution. Des maires qui se font agresser, qui n'arrivent plus à trouver de travail, parce qu'en fait, ça vaut plus rien d'être politique aujourd'hui. Donc, si on ne veut pas avoir que pardonnez-moi d'être un peu des tocards ou des héritiers, il va quand même falloir... Ou des fonctionnaires qui, eux, se mettent en détachement, font de la politique et reviennent. Ou des fonctionnaires ou des héritiers. Il va falloir quand même donner un tout petit peu envie. Or là, qu'est-ce que fait Sébastien Lecornu? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la démagogie. C'est-à-dire qu'en fait, il jette un peu démago, mais un peu utile aussi, quand même. Mais utile à quoi? Utile à quoi? Est-ce que vous mais le symbolique, c'est important quand même, Isabelle. C'est important quand même qu'on puisse se dire à un moment donné que les politiques donnent l'exemple. Est-ce que vous croyez que les Français vont se dire du jour au lendemain, formidable, la Macronie a enfin vu la lumière, je vais voter pour eux, et j'adore maintenant la classe politique? Non, ils se diront pas ça. L'utilité, pas là, c'est pas que ça va recréer un amour politique. Dans l'utilité, ça, vous êtes bien naïf. Ça permet à Lecornu, puisqu'il a fait ça, de dire deux choses. D'abord, il a supprimé des avantages qui étaient des secrétaires, des chauffeurs, des voitures. On ne va pas les affecter ailleurs. Et la sécurité, il faut diminuer le nombre de postes à hauteur. Il faut ne pas remplacer les chauffeurs qui partent à la retraite puisqu'on en a moins besoin. Donc on est d'accord, c'est 1,6 million avec la sécurité, c'est 4,4 millions, on cherche 100 milliards. On est d'accord? Exactement. Allons-y. 44. Si on regarde qui est utile et où les gens sont utiles ou pas, il faut enclencher une réforme de l'État. Est-ce qu'il aura le courage de le faire? L'autre utilité, c'est que ça lui permet de dire, j'ai écouté Isabelle Saporta, elle a raison, je vais créer un statut de l'élu. On va réfléchir aujourd'hui à redonner envie à la politique, aux gens qui sont dans la vie active, dans les études, dans l'entreprise, et qui en effet n'iront jamais en politique parce que c'est mal payé, mal vu, on est soumis à une transparence terrible, et quand on sort de la politique, on est dévalorisé. Donc, s'il va dans ce sens-là, en disant je vais redorer le blason de la politique en commençant par cet exemple, ça n'aura pas été... Mais oui, les gens vont pas tout à coup se dire oui, j'adore Emmanuel Macron, enfin il a vu la lumière, enfin il comprend que effectivement il faut que les politiques donnent l'exemple, mais il faut bien commencer quelque part. Et effectivement, lorsqu'on est ancien Premier ministre et qu'on est rémunéré, en tout cas en frais de fonctionnement, de sécurité. Parfois, c'est nécessaire. Et d'ailleurs, M. Lecornu a dit qu'il y réfléchirait pour certains des anciens premiers ministres qui ont besoin d'une protection policière. Donc, en plus, il est quand même souple. Mais pour les Français, très honnêtement, à hauteur d'hommes et hauteur de femmes, quand on se dit qu'un
Premier ministre qui n'est plus en exercice n'aura plus droit à tous ses privilèges, ça produit aussi quelque chose qui est important pour l'opinion publique. Ça produit cette idée qu'à un moment donné, oui, eux aussi, on leur prend un peu dans le porte-monnaie. C'est peut-être démagogique, vous l'appelez ça comme ça, mais le symbolique, ça compte en politique. Le symbolique, c'est très important en politique. Mais c'est pas avec les symboliques qu'on va gouverner la France. Évidemment pas. Il faut commencer par quelque part. On aura les politiques qu'on mérite. C'est-à-dire qu'il y a un moment, à force... Non mais moi mais vous feriez de la politique pour avoir des privilèges d'ancien Premier ministre, Isabelle? Non. Vous ne faites pas de politique pour avoir des privilèges d'ancien Premier ministre. Je ne fais pas de politique parce que j'ai envie d'avoir ma vie personnelle tranquille, sans qu'on la regarde. J'ai envie de pouvoir gagner de l'argent dans le privé et de gagner très bien ma vie. J'ai envie d'avoir un amant si j'ai envie d'avoir un amant et qu'on m'emmerde pas avec. Je n'ai pas envie d'avoir la vie des politiques. J'ai pas envie de tomber parce que je mange un homard. Je n'ai aucune envie de vivre leur vie. Je vais vous dire un truc. Je pense qu'il faut être un saint ou un fêlé aujourd'hui pour entrer en politique. Voilà. Et est-ce que vous pensez que ça participe en fait de cette désertion Ah non, mais si vous voulez que Sébastien du champ Lecornu, politique par les gens parce que M. Lecornu à un moment donné dit fin des privilèges pour les premiers ministres. Sébastien Lecornu, qui fait partie de la Macronie, vous dise au fond, regardez comme ils sont dégoûtants, regardez comme ils sont dégueulasses, je vais leur enlever leurs avantages. Je pense que dans le moment ça n'était pas nécessaire. Maintenant, si ça fait plaisir à tout le monde, réjouissez-vous. Ça fait plaisir à Christophe Barbier. C'est déjà pas mal. C'est pas une question de plaisir. Non, c'est pas une question de plaisir. Moi, je regarde les choses cyniquement. Est-ce que c'est un bon coup politique ou pas? Oui. S'il était venu à la télé dire « Écoutez, vous les gueux, là, circulez, ils ont bien droit à une voiture », vous imaginez le coup. Donc, je trouve qu'il a été assez malin en ne tombant pas complètement dans le côté « Oh, quelle horreur, mais c'est des voleurs, je ne m'étais pas aperçu, je vais les punir », ni en s'accrochant à ses privilèges, en disant « Non, c'est bien normal que 30 ans après avoir quitté Matignon, on ait encore une voiture ». Je trouve qu'il a trouvé le juste milieu, à condition de faire fructifier ça en disant aux gens, écoutez, oui, il faut que vous vous engagiez en politique, donc il faut peut-être arrêter de jeter l'opprobre sur les politiques et de voir des malhonnêtes. D'autant qu'il n'a pas l'intention de remettre en cause les privilèges accordés aux anciens présidents de la République, M. Hollande et M. Sarkozy. Bon, c'est fini pour aujourd'hui, les amis, sur ce... mais quelque chose me dit qu'on en reparlera de ces privilèges. C'est l'heure du carton rouge, juste après la pause, des policiers encore lynchés. Mais c'est incroyable. En France, ça se passe en France. Voilà. À tout de suite, carton rouge. Allez, de retour dans En toute liberté sur LCI avec Isabelle Saporta, avec Christophe Barbier, avec Guillaume Audat et avec Alexandra Guillet du service police-justice TF1 LCI. Bonjour Alexandra. Vous nous avez rejoint parce que notre carton rouge aujourd'hui, c'est cette violence aveugle, cette violence folle. Après Tourcoing, dont on a parlé il y a quelques jours, où un policier a été roué de coups, la tension monte dans le pays, on a l'impression, parce que 7 policiers ont été lynchés à Reims par une dizaine d'individus. Racontez-nous, Alexandra, ce qui s'est passé. Oui, une agression effectivement d'une grande violence, dont une partie de la scène filmée a été relayée sur les réseaux sociaux par plusieurs syndicats de policiers. On y voit plusieurs policiers habillés en civil à terre, en train d'être roués de coups par une dizaine d'individus. Alors ça s'est passé samedi soir. Ces policiers rémois s'étaient donné rendez-vous dans le centre-ville de Reims après le service pour fêter en fait le départ d'un collègue quand ils ont été pris à partie. Alors selon le procureur de la République de Reims, je le cite, les policiers ont été littéralement lynchés. Il parle d'un tabassage en règle. Au total, vous l'avez dit, 7 sont blessés. L'un d'eux a la cheville cassée, un autre c'est le nez. Un troisième a reçu des coups de boucle de ceinture sur le crâne et toujours selon le procureur, eh bien, il fait peu de doute que les agresseurs connaissaient la qualité de ces victimes en tant que policiers. 2 d'entre eux, de ces agresseurs, ont été interpellés. Ils sont âgés de 26 et 27 ans. Ils sont déjà connus pour des faits de violence et l'un d'entre eux était sorti de prison, nous précise le procureur, seulement 4 jours plus tôt. Ils ont été mis en examen et placés en détention provisoire hier soir et les autres présumés agresseurs sont toujours recherchés. Merci beaucoup Alexandra Guillet. La question qui se pose déjà, je ne sais pas qui peut répondre à ça, c'est comment les types se filment, donc au risque d'être identifiés. Donc vraiment, ils n'ont peur de rien, et surtout pas de la justice. Oui, c'est-à-dire que pour eux, c'est une autre planète, la justice. Donc, le pas vu, pas pris, qui prévalait dans la délinquance jusqu'à ces dernières années, est devenu l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut être et vu et pris, de se filmer et d'avoir de la viralité sur les réseaux sociaux pour être vraiment le héros de l'exploit accompli. Et ça, c'est une mutation très étrange. C'est parce qu'ils se disent qu'ils seront quand même pas rattrapés, que s'ils sont rattrapés,
entre les excuses de minorité, etc., ils seront condamnés légèrement. Et que s'ils sont condamnés, de toute façon, les prisons sont pleines. Donc ils n'iront pas. Et s'ils y vont, quand ils rentreront dans le quartier, ils auront un galon de plus et ils seront respectés. Donc c'est toute cette mécanique de la mauvaise interprétation du châtiment républicain qu'il faut casser. Alors est-ce que la dureté de la sanction peut suffire à casser cela ? C'est-à-dire est-ce que si on décide que toucher un policier, ça emmène immédiatement en prison pour une peine dure, ça va dissuader un gamin de 17 ans ou de 27 ans de frapper un policier. Je suis pas sûr que le risque majoré d'une sanction dure suffise à avoir un effet dissuasif. Mais on peut peut-être quand même commencer par ça. Oui. On peut commencer par une sanction déjà. Enfin, pardonnez-moi, mais c'est ça que vous disiez, Anaïs. Est-ce qu'ils ont peur de la justice ? Mais ils ont raison de pas en avoir peur, en fait. Ils savent très bien qu'à la fin, c'est du sursis, c'est des amendes et qu'ils vont se déclarer insolvables. Enfin, souvenez-vous, au lendemain, je parle sous votre contrôle, Alexandra, le soir même de la victoire du PSG, ils avaient visé des policiers avec des mortiers. Ils les avaient caillassés. Ils se sont tous retrouvés dans la nature. Quand ils ont été interpellés, ils se sont retrouvés avec du sursis, ils se sont retrouvés avec effectivement des amendes qu'ils n'ont pas payées. Là, c'est quand même ahurissant. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne vaut rien la vie d'un policier, en fait. Ça ne vaut rien. Mais vous savez, on dit qu'on trouvera plus de politique, mais on trouvera plus de policiers non plus. Moi, je ne vois pas qui a encore envie. C'est ce que disait Dominique Régnier, pas plus tard que sur ce plateau. On l'écoute. Il était venu. Quand on voit un policier comme ça, qui a été apparemment défiguré, ils font ça pour 2 000 euros par mois, 2 300 euros par mois. Vous avez une femme, un mari, des enfants, vous recevez un salaire moyen, et il vous arrive ça dans votre travail. Si les auteurs, par hypothèse, étant mineurs, ne sont pas sanctionnés, c'est très traumatisant, c'est choquant moralement, mais c'est surtout un problème d'épuisement du recrutement. Bah oui. On ne trouvera plus personne. Oui. On ne trouvera plus personne. Oui, non, parce que si les faits s'avèrent être ceux que décrit le procureur de la République, il s'agit en gros d'un guet-apens, que les gens, les policiers, sont identifiés, on les attend sortir du commissariat pour les passer à tabac, comme le disait Christophe, ensuite pour parachever ces violences en les filmant, ce qui permet de s'en vanter, de passer pour un caïd de cité, et surtout de commencer à instiller un climat de peur parmi les forces de police, parce que si vous commencez à observer les gens dès lors qu'ils sortent du commissariat pour aller ensuite les bastonner, oui, ça vous fait les boules, et pour 2 000 euros par mois, très honnêtement, qui a envie d'y aller ? Personne. Et deuxième point, ça laisse aussi penser que si vous êtes suivi, observé, vos familles aussi peuvent l'être d'une certaine manière. Exactement. Et vous imaginez l'état de stress dans lequel vous vous retrouvez. Non seulement vous donnez votre corps, votre âme, votre devoir pour aller protéger les citoyens et les honnêtes citoyens, mais à un moment donné, c'est vos familles qui peuvent payer derrière. Donc oui, pour 2 000 euros, est-ce qu'on va trouver des volontaires pour faire ça ? Attention. Alors, quelle sanction ? Qu'est-ce qu'on met comme peine ? Voilà, vous frappez un policier dans ces circonstances, c'est quoi ? Il faut mettre 15 ans de prison, 20 ans de prison. Est-ce que ça serait efficace ? Mais est-ce que ça serait efficace ? Le ministre démissionnaire Darmanin, il avait tweeté juste après Tourcoing, vivement que ma proposition de mise en place de peine minimale pour les mineurs entre en Gabriel Attal aussi avait proposé. Je pense que si on met 4 ans, 5 ans, peut-être à quelqu'un qui est effectivement convaincu, enfin en tout cas qui est désigné et coupable d'avoir tapé un prisonnier, un policier dans l'exercice de ses fonctions, et qu'on met une peine très forte, peut-être qu'on y réfléchira à 2 fois. Mais même pas dans l'exercerce de ses fonctions. Là, apparemment, oui, ou alors en tout cas un dépositaire de l'ordre public. Ah oui. Mais s'ils sont... Enfin, moi, il faut rester encore prudent, je pense, à cette heure. L'enquête de flagrance est toujours en cours. Le procureur, au départ, c'était la question se pose vraiment de savoir si concrètement, vous parlez de guet-apens, je pense qu'on va un peu fort aussi pour l'instant, c'est un peu prématuré. Pour l'instant, ils se sont croisés clairement sur le chemin entre le commissariat et le restaurant. Un syndicat de policiers nous évoque aussi le fait qu'ils auraient été reconnus parce qu'il y aurait eu une première altercation un peu plus tôt dans la journée avant qu'il y ait cette rixe générale entre ces dizaines d'individus et ces policiers. Le procureur de la République a avancé aussi dans le cadre de son enquête et effectivement semble désormais, il le dit en tout cas, que les premiers éléments d'investigation mènent à la conclusion pour l'instant que, a priori, il connaissait la qualité de policier de ces personnes en civil. Il faut encore rester prudent pour l'instant, mais l'enquête avance plutôt vite.
Pour reconstruire ce respect du policier, il y a la peur de la sanction, mais c'est insuffisant. Il y a autre chose. Il faut réussir à remettre la figure du policier dans ces villes, dans ces quartiers, de manière à ce que les habitants... que Nicolas Sarkozy avait supprimé. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que la police de proximité est la solution ? Les policiers sont pas faits pour jouer au foot. Exactement. Il ne s'agit pas de mettre des copains de quartier. C'est pas ça que je veux dire. C'est que la figure du policier doit changer dans la représentation sociale qu'en font ces populations. Mais moi, je crois que vous rêvez. Enfin, je veux dire, c'est des quartiers gangrénés par le narcotrafic. Et ils s'en fichent complètement de la figure du policier. Et il disait même, il y avait un papier du Figaro assez intéressant qui disait que c'était même maintenant une stratégie dans certaines zones de déstabiliser et de racketter les commerçants pour après la nouvelle prison de haute sécurité, etc. Bon, très léger point pour abonder dans le sens de Alexandra. Simplement, à cette heure-ci, ni le ministre de l'Intérieur ni le ministre de la Justice ne se sont exprimés sur les réseaux sociaux, sur X en particulier, sur lesquels ils ont souvent l'habitude d'intervenir et très rapidement. Merci beaucoup pour ce petit point. Merci Alexandra Guillet d'être passée sur le plateau dans toute liberté. On passe maintenant à Ça n'arrive qu'en France. Alors, il y a peut-être qu'en France qu'on peut dépenser des millions pour que les miroirs de Louis XIV brillent comme au premier jour. 3 siècles plus tard, la Galerie des Glaces retrouve ses fastes au-delà des dorures. C'est une vitrine unique au monde. On retrouve Mathieu Carman dans la Galerie des Glaces du château de Versailles. Mathieu ? Oui, je vous emmène dans un lieu majestueux ce matin. On est ici en plein cœur de la Galerie des Glaces au château de Versailles, Anaïs. Et ici, le lieu a été en partie rénové. Il y avait 20 lustres de part et d'autre et désormais, il n'y en a plus que 6. Monsieur le directeur, vous êtes avec nous ce matin depuis 7 heures. Pourquoi avoir décidé d'enlever une grande partie de ces lustres ? Quelquefois, en enlevant, on arrive à des résultats très spectaculaires. Ça, c'était un projet de 1980 de recréer l'ambiance d'une salle de bal avec tous ces lustres qu'on accrochait, mais qu'on décrochait juste après la fête. Et on a considéré qu'il fallait faire redécouvrir ce qui fait la grandeur de la galerie, c'est-à-dire son architecture, son plafond de Lebrun sublime, et donc avoir simplement l'éclairage dormant qui restait en permanence en attente dans la galerie. Parce que c'est vrai que si on se place au bout de cette Galerie des Glaces, on a l'impression que c'est encore plus grand, encore plus majestueux, plus de 70 mètres de long. Et il y a une autre nouveauté également ici dans cette Galerie des Glaces, ce sont ces pots qui ont été installés. Regardez, je vais vous montrer avec l'autre angle de la caméra. Pourquoi les avoir sortis finalement du jardin pour les avoir rentrés ici à l'intérieur de la Galerie des Glaces ? Alors ce sont des vases en bronze, mais qui sont du même modèle que les fameux vases en argent du mobilier de Louis XIV, dans lesquels on présentait des orangers. Donc on avait cette entrée du jardin à l'intérieur du château, et on peut l'évoquer grâce aux travaux du parterre du Nord. Provisoirement, on montre ces vases avec des orangers, comme au temps de Louis XIV. Merci beaucoup, merci de nous avoir accueillis ce matin ici au château de Versailles. On peut vous dire, Anaïs, qu'on était des chanceux ce matin, des chanceux de pouvoir admirer cette Galerie des Glaces. Il y a plus de 7 millions de visiteurs qui arpentent les allées de ce château de Versailles tous les ans ici. Et vous pouvez donc admirer cette nouvelle Galerie des Glaces, si on peut dire ça ainsi. Merci beaucoup Mathieu Carman, merci pour ces images qui nous réconfortent après quelques grammes de finesse dans un monde de brut. Christophe, on parlait de privilèges, là on est des vases en argent. Louis XIV et ses successeurs bénéficiaient d'un certain nombre de privilèges et il n'y avait pas beaucoup d'auto-entrepreneurs autour d'eux. Même si les courtisans, finalement, c'était les auto-entrepreneurs de l'époque. Non, c'est pas une dépense, ça. C'est de l'investissement. Ouais. C'est-à-dire que l'argent dépensé pour embellir cette Galerie des Glaces, lui redonner aussi un intérêt artistique, c'est des milliers, des dizaines de milliers de visiteurs gagnés pour l'année prochaine. Voilà, tous les téléspectateurs qui ont regardé Mathieu ce matin se disent moi aussi j'ai envie d'aller la voir, cette nouvelle Galerie des Glaces. J'ai jamais fait attention au plafond, j'ai jamais fait attention aux orangers. Tiens, on y va le week-end prochain. Et on apprend des choses absolument fabuleuses parce que vous remarquez, dans la Galerie des Glaces, il y avait beaucoup de lustres. Ils ont tous été retirés pour revenir à ce qu'était la Galerie des Glaces du temps de l'Ancien Régime et de Louis XIV. Et du coup, on découvre les 1000 mètres carrés de cette fresque incroyablissime peinte par Charles Lebrun, qui raconte en gros toute la stratégie militaire de la divinité centrale qui était Louis XIV, avec ses préconisations, sa stratégie, la manière dont il menait la guerre. C'est presque un reportage d'actualité en fait, cette fresque. C'est très honnêtement ce qui était en train de se passer à cette époque-là. La Galerie des Batailles à côté, c'est pareil. C'est un reportage de l'actualité militaire. C'est magnifique en tout cas ces images, franchement. Non mais il y a même des inscriptions qui résonnent tellement avec l'actualité du jour, parce que j'ai regardé de manière très très précise des inscriptions sur cette fresque qui indiquent que l'ordre rétabli, il doit l'être dans les finances. C'était en
1662. Voilà qui résonne avec l'époque actuelle. Merci Guillaume pour cette excellente conclusion. Merci Isabelle Saporta, merci Christophe Barbier, merci Guillaume Audat. Pour vous tous, on se retrouve avec joie demain à 9h en toute liberté. Dans un instant, carte sur table avec Doucan.